Rebonjour tout le monde. Un petit bloopers. Donc, on a notre réponse, hein, Jean-Philippe, parce que il y a 3 semaines, on a eu le même problème. On était en double stream, donc on stream sur Facebook et sur YouTube. Il semble-t-il que bon, la plateforme n'aime pas trop ça, donc désolé, les gens, ça l'a coupé. On va attendre quelques instants que les gens peut-être se reloguent ou s'il y en a qui ont coupé vu que ça a coupé. Mais... Oui, c'est ça, là, on est 15, ça revient doucement, donc les gens tranquillement reviennent. Désolé pour ça. C'est hors de notre contrôle. Vive les plateformes technologiques. Ouais. Donc, voici. On revient une trentaine, 37, 40. Les gens reviennent. Juste peut-être repartager, s'il vous plaît. Ce serait gentil pour les gens qui ont été déconnectés, malheureusement. Donc, les joies de la technologie. Moi, de mon bord, je vais aussi repasser mes affaires. Là. Donc, on va être retour. Je vais répondre doucement doucement, en fait. Je vais juste rajouter un peu, faire du pouce sur ta... Ben, on va reprendre la question. Il y a peut-être des gens qui... Exact. Chantal, malheureusement, je peux pas la remettre à l'écran. Chantal, yes. Chantal, c'est pour répondre à ta question. Donc, est-ce que ça vaut la peine de créer quelques compagnies immobiliers? Effectivement. En fait, il va toujours avoir la pensée là-dedans. Ben, premièrement, consulter un fiscaliste parce qu'il pourrait arriver certaines situations où est-ce que Chantal, ça peut être avantageux dans ton cas à toi de te créer une compagnie. Donc, surtout quand on voit des gens qui vont créer des revenus en compagnie, ça risque d'être le cas que ça va être un petit peu plus profitable pour toi. Mais déjà là, on va casser un mythe. Là, les gens disent on va sauver de l'impôt en achetant en compagnie. C'est pas nécessairement vrai. Donc, on déboulonne ce mythe-là tout de suite en partant. Fait que tout de suite, on t'avise à consulter parce que les gens souvent vont éviter une consultation de fiscaliste de 500, 1000 2000 peu importe, pour essayer d'éviter ce petit montant-là. Puis en réalité, les gens, ce qu'ils réalisent pas, c'est que le coût le plus cher, la facture la plus chère que vous allez payer à la fin de votre année, c'est la facture d'impôt. Donc, à chaque année, le plus gros montant d'argent que vous déboursez, c'est la facture d'impôt. Donc, ça vaut la peine de bien se structurer et de poser les bonnes questions là, à son comptable ou à son fiscaliste, à savoir si ça vaut la peine d'être incorporé ou non. OK? Donc, ça, c'est dit. Et éventuellement, vous allez avoir à vous battre entre la vue de l'avocat qui veut que vous protégiez vos actifs et la vue du comptable. Donc, évidemment, chaque compagnie, c'est une lourdeur. Il faut aller chercher, bien évidemment, on a des REQ différents. Il faut faire des rapports d'impôts qui sont relativement coûteux aussi dans les compagnies. Sauf que, bon, il y a une certaine protection d'actifs, évidemment, qui vient. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail légal et tout, là. C'est pas le but du QER aujourd'hui, mais du côté avocat, effectivement, la compagnie pourrait te protéger en cas de vice caché. Pourrait, je tiens juste à dire pourrait, donc consultez votre avocat à ce côté-là. Donc, il y a la vision de l'avocat qui demande de protéger les actifs et le comptable au niveau des coûts. Donc, la réponse à ça, c'est définitivement de consulter parce qu'on pourrait vous donner une réponse gratuite. Puis, des fois, les réponses gratuites, ben, c'est pas toujours les bonnes réponses. Donc, fiscaliste, puis évidemment, on peut toujours référer à Richard, j'imagine, Yvan, chez Fodago. Oui, ceux qui ne connaissent pas Richard Damour, avocat fiscaliste chez Fodago, donc on peut le contacter. Il va être en mesure de vous aider parce qu'il connaît bien la fiscalité immobilière. C'est pas tous les fiscalistes qui font de l'immobilier. Donc, Richard fait aussi la stratégie fiscale pour sauver de l'impôt, des restructurations d'entreprises et tout ça. Donc, il va être en mesure de bien vous aider. Je vois que ça remontait à 144. On rappelle, avant que ça a coupé, on l'a dit, mais on le rappelle, de partager le live et d'inscrire partager pour courir la chance de gagner un de nos prix. Également, si vous connaissez des gens qui veulent offrir leur service aux membres du club, on cherche toujours à grandir le service aux membres. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent offrir leur service, qui ont un lien évidemment avec l'immobilier, juste nous les référer. Également, qui veulent annoncer dans le magazine qu'on va publier en septembre. Donc, ils sont les bienvenus. Juste nous contacter sur mag@clubimmobilier.ca. Et voilà. Donc, on avait Robert qui avait une question d'assurance qui a été ramenée dans le coaching anglo dernièrement vendredi également. Bon, mon Dieu, c'est beaucoup d'écalement, mais en tout cas, a été amené vendredi au coaching anglo. Robert Gaucher, que pensez-vous des coûts d'assurance des immeubles à cause des coûts de reconstruction qui vont augmenter? Effectivement, en matière d'assurance, quand on assure dans le commercial, donc dans le multilogement, vous êtes responsable d'estimer vous-même vos coûts de reconstruction. Donc, on appelle ça la règle proportionnelle. Là. Vous consulterez votre courtier pour plus de détails. Mais effectivement, il faut faire attention parce que là, le coût des matériaux monte drastiquement. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va être interprété
au niveau des assurances, c'est comment vous allez calculer vos coûts de reconstruction. Donc, je pense que ce serait une bonne idée, quand vous allez faire vos renouvellements de police d'assurance, de regarder qu'est-ce qui a été bonifié au lieu de pour vos valeurs de reconstruction. Parce que même si l'assurance reste le coût de reconstruction tel quel, Robert, c'est que ça ne sera pas nécessairement un problème pour eux. Parce que si vous estimez mal le coût de reconstruction et il y a un incendie partiel dans votre bâtiment, et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils estiment le coût de reconstruction de votre bâtiment n'était pas juste sur votre police. Vous allez tomber en co-assurance, donc vous allez payer une partie des dommages à ce bâtiment-là. Donc, c'est pas nécessairement le problème des assurances, c'est votre problème à vous. Généralement, en tant que bon guide, un courtier en assurance ou l'assureur va probablement vous soulever le fait que les coûts de construction ont monté, mais c'est votre responsabilité à vous. Donc, quand vous faites vos renouvellements d'assurance, assurez-vous qu'avec les coûts du marché, je vous dirais que les matériaux, là, je vous dirais à peu près une augmentation d'au moins des coûts de construction d'au moins 50%. Là. Nous, on construisait à 100 $ le pied carré. On est rendu à 150 $ le pied carré ici dans l'Ouest. Donc, et ça, c'était des coûts vraiment petits. Donc là, on est plus rendu à Montréal à du 175 $ le pied carré au lieu de la reconstruction et plus. Donc, c'est important de recalculer ça et de s'assurer que nos assurances sont le bon prix. Sinon, malheureusement, on va avoir une mauvaise surprise si on a un dommage partiel. Voilà, Robert, j'espère que ça répond à ta question. Encore là, on est dans un QR gratuit. C'est pas nécessairement des avis légaux, là. C'est d'aller voir votre courtier d'assurance et de se poser la question. Mais moi, je vous le dis, vous êtes responsable pour faire ça. All right. Yvan. Good. Merci, JP. Donc, Anthony Picard à 12h08 pose la question. Est-ce une bonne idée d'acheter un deuxième condo pour investir en allant propriétaire habitant? J'imagine que c'est propriétaire occupant. Et utiliser 5% de mise de fonds pour une deuxième fois de suite, la réponse, tant qu'à moi, c'est oui. Moins tu mets de cash dans un investissement, plus tes rendements vont être élevés. Par contre, il faudrait voir, Anthony, c'est quand tu l'as fait la première fois. Tu l'as fait il y a 3 mois, ça risque de pas passer d'un point de vue assureur hypothécaire. Ils vont dire, branche-toi là, 2 fois en 3 mois, mais si tu l'as fait il y a quelques années, c'est plus facile à faire aussi. Puis, il faudrait voir quel assureur hypothécaire tu as utilisé la première fois. Parce que si tu as utilisé la SCHL, ça se peut que l'autre assureur, qui est la Genworth, refuse une deuxième fois. Mais si tu as fait Genworth en premier, il y a des fortes chances que la SCHL accepte une deuxième fois un propriétaire occupant parce qu'ils sont dans l'obligation, dans le fond, d'offrir aux gens l'accès à la propriété. Donc, la SCHL en deuxième lieu est plus facile à passer que si c'est Genworth qui est en deuxième. Sinon, il y a encore un troisième assureur qui est Canada Guarantee. C'est un troisième assureur avec lequel tu pourrais le faire, peut-être. Donc, oui, moi, je l'ai fait comme 2-3 fois dans ma carrière. Ça fitait bien. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire tout le temps parce que les assureurs, ils vous voient venir. Donc, oui, une bonne idée. Je ne sais pas, JP, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, c'est pas mal. Je dirais que c'est pas mal le sujet. Ensuite, j'avais vu une question de Maurizio qui est intéressante ici. Là, j'en ai passé 2-3, mais je vais sauter sur celle de Maurizio. Pourquoi la SHL refuserait-elle d'assurer une hypothèque? Maurizio, il y a plusieurs raisons. Donc, évidemment, les banques vont présenter un dossier à la SCHL, vont avoir une certaine confiance. La SCHL a le droit de refuser. En fait, la SCHL va généralement être beaucoup plus stricte sur les augmentations de revenus. Maurizio, en passant, je te salue, hein, Maurizio qui suit le coaching anglo. Donc, les augmentations de revenus. Par exemple, il y a un logement qui est vacant, vous rénovez, vous doublez le prix. Vous allez dans le logement de luxe, il pourrait arriver certains cas où est-ce que la SCHL diminue l'offre. OK? Donc, diminue. C'est rare. Ça va se passer, mais c'est plutôt rare que la SCHL va refuser un dossier. Elle va plutôt descendre l'assurance qu'elle va offrir. Donc, elle va diminuer le dossier, ce qui va faire que ça ne sera pas nécessairement intéressant. Mais ça pourrait arriver en cas de refus. C'est arrivé un jour dans ma carrière. Dans mes premiers achats, j'avais acheté un bâtiment qui était relativement en piètre état. La SCHL avait refusé d'assurer parce que le bâtiment, excusez-moi, était en piètre état. Donc, il avait décidé de ne pas assurer, mais souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réduire. On demande généralement, dans les cas de refus ou dans les cas de qualification, on demande généralement que les gens aient un actif net d'au moins 100 000 quand ils présentent leur premier dossier à la SCHL. Donc, 5 logements et plus. À la SCHL, généralement, un bilan d'au moins 100 000 en valeur, donc que ce soit vous et votre partenaire.
100 000. Ensuite, ils vont demander une certaine expérience de gestion. Si jamais vous ne l'avez pas, ils peuvent demander également un contrat de gestion d'une compagnie, d'une firme qui va venir les rassurer là, au niveau de la gestion. Donc, ils vont regarder ton expérience. Mais il y a plusieurs critères, là, Maurizio, on pourrait passer le QR sur cette question-là, mais je t'ai donné les petites bits and pieces. Là. Donc, augmentation de revenus trop vite, mauvaise expérience des acheteurs ou bilan trop faible des acheteurs, ça pourrait être des raisons, là, les raisons communes que du moins je connais en toute humilité. Moi, ce que j'ai vu, JP aussi, des gens se faire refuser à cause d'une progression trop rapide. Là. Des gens qui ont acheté SCHL, puis à un moment donné, la SCHL a dit oh, un petit peu, là, on considère que ça va un petit peu trop vite ton affaire. On met la pédale de frein pendant un certain temps. Ça, j'ai vu ça aussi. Ouais. Exact. Ouais, ben on dit que les banques qui ont peur d'avoir peur. Je pense que la SCHL, on rajoute une couche de peur par-dessus ça. Donc, il y a peur. C'est normal, ils assurent le prix au complet. Donc, si jamais il y a une perte, c'est eux qui l'assurent. Puis c'est le portefeuille des Canadiens en passant. Donc, si jamais vous faites une perte, ben c'est les Canadiens qui déboursent ça, évidemment. Donc, on est prudent. Mais il faut garder en tête que des pertes, la SCHL, je ne sais pas comment elle a subi depuis 20 ans. Là, Pas beaucoup, je peux te le confirmer. Ils ont les coffres bien remplis. Ils ont les coffres bien remplis, je peux te le confirmer. Preuve à l'appui, ils ont les coffres bien remplis. Mais je peux te dire que certaines années, ils ont eu des pertes négatives. C'est-à-dire qu'ils ont repris des bâtiments, ils ont revendu plus cher que leurs créances. Donc, ouais. En tout cas, du moins au Québec, ça va relativement bien. Donc, ça l'explique pourquoi ils sont si prudents, dans le sens que quand ils prennent le dossier, ils sont sûrs. Puis, exact. C'est une bonne chose pour l'investisseur aussi. Tu sais, ça nous protège aussi. Une question que je vais lire pas complet parce qu'elle est un petit peu longue, là, mais qui se résume à midi 9, Alexandre Temmens, une stratégie utilisée pour une personne âgée qui veut tanner de gérer ses blocs, mais qui ne veut pas vendre pour pas payer d'impôts. Relativement simple comme question. J'aurais comme stratégie de faire appel à une compagnie de gestion. Tu sais, si tu es tanné de gérer tes blocs, tes locataires, donne ça à une compagnie de gestion, mais garde ton actif qui va continuer à se payer, puis à prendre de la valeur, puis à t'enrichir. Au lieu de dire, moi, je suis tanné des locataires ou des blocs, je vends tout ça, puis là, tu payes full d'impôts d'un coup. Dans la gestion, ça serait une belle alternative. À la limite aussi, peut-être vendre une partie, peut-être, je sais pas, tu vends 25% de ton parc à quelqu'un qui, lui, va s'en occuper. Fait que il te reste 75% du parc, puis ça va être moins d'impôts, puis quelqu'un qui s'en occupe à ta place. Mais tant qu'à donner 25% à quelqu'un, peut-être mieux payer des frais de gestion. Ouais, c'est ça. C'est souvent dur, hein, les anciens propriétaires, c'est un petit peu plus dur de les convaincre parce que souvent, la situation, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont profiter de l'amortissement au maximum. Donc, ils ont détenu les bâtiments pendant 30 ans. Ils ont pris tout l'amortissement possible. Donc, la valeur au livre du bâtiment est pratiquement nulle. Donc, quand ils vont revendre, ils vont devoir repayer tout cet amortissement-là, plus le gain en capital. Donc, les factures sont assez salées. Donc, souvent, c'est plus avantageux pour eux de refinancer plutôt que de vendre le bâtiment. Donc, voilà. On est quand même 220, Yvan. Hein? Donc, j'ai gagné mon pari aujourd'hui. J'ai gagné mon pari aujourd'hui, merci. Même malgré la petite coupure du début. Donc, merci à tous d'être là. Bon, ben, je suis rendu à 2 bières que je te dois. Ça commence à s'accumuler. Okay, malgré qu'on soit 223, ça serait le fun qu'on soit plus de gens. Donc, on vous invite à partager le live et à l'inscrire dans le chat et pour courir la chance de gagner soit une formation demain sur les offres d'achat, 50 $ applicables à une formation à la carte ou 250 $ applicables au coaching qui a débuté il y a 3 semaines, mais qu'on peut joindre le groupe vendredi qui s'en vient. Donc, à vos partages, merci. Ensuite... Question rafale, vraiment rapide, Amel. Une entente d'annulation de bail avec un futur locataire valable sur une feuille 21-27. Donc, je ne sais pas c'est quoi ce format-là, mais oui, il n'y a pas de format de feuille. Tant qu'à y aller, mais tu sais, si vous le refaites pour la suite, si vous avez des ententes de négociation de résiliation de bail, allez sur la Corpic. Allez sur la Corpic, il y a déjà la résolution de bail en 8/9, puis c'est écrit généralement, puis c'est révisé par des avocats là-bas. Donc, tant qu'à inventer un formulaire, on encourage fortement les gens à être membres de la Corpic. C'est un organisme à but non lucratif qui a seul but de défendre les propriétaires au niveau du Québec. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Ces temps-ci, on se fait varloper un peu dans la presse ces temps-ci, malheureusement. Donc, on
On a quelques mauvaises publications, là. Donc, de nous représenter, c'est toujours intéressant au niveau de la Corpic. Donc, en plus d'avoir des services, ils nous représentent également au niveau du gouvernement et dans la presse. Voilà. Good, merci. Ginny Imo, midi 12, elle va acheter, la personne va acheter un multiplex semi-commercial et convertir le local de 3000 pieds en 2 logements. Un truc pour estimer le coût de la conversion afin de faire des scénarios dans le chiffrier pour aller plus loin. Moi, j'aurais tendance à faire appel à un entrepreneur général pour avoir une soumission en bonne et due forme pour te protéger, dans le sens de savoir un peu que ça peut coûter. T'aider à aller chercher du financement également avec ton créancier. Donc, en ayant une soumission d'entrepreneur, ça va t'aider. Et petit point qui me vient à l'esprit, transformer un local commercial en résidentiel, tu vas avoir un changement de vocation. Hein? Donc, il y a un changement d'usage. Et fais attention parce que tu vas peut-être avoir des taxes à remettre au gouvernement lors du changement de vocation. Je crois que JP avait vécu ça dans un immeuble à Saint-Hyacinthe, si ma mémoire. Exact. Donc, exact. L'autocotisation. Ouais. Soyez prudent là-dessus. Quand vous changez l'usage commercial à résidentiel, il faut remettre un montant au gouvernement. Il y a des gens qui ne savaient pas qui se ramassent une surprise quelques mois, quelques années plus tard. On peut réclamer les taxes, juste pour dire, on peut réclamer les taxes sur c'est-à-dire que les travaux qui ont nécessité la conversion, donc l'entrepreneur et autres, on peut réclamer les taxes, mais de l'autre côté, on doit payer. Et généralement, on paye plus parce qu'on a une création de valeur. Donc, on crée de la valeur en faisant ça. Donc, oui, il y a une petite facture de TPS-TVQ qui nous attend. Ensuite, il y avait Judin, pendant que je te laisse en chercher une autre, si tu veux. Ouais. Judin ici à midi 12. Si on convertit un immeuble en 2, exemple 2 en 2,6, qu'arrivera-t-il à l'hypothèque? Bon, c'est important de comprendre que l'hypothèque, c'est une garantie. La garantie, elle est sur le 12 logements. Si tu décides de scinder le bâtiment en 2, donc on divise les 2 lots, il va falloir contacter ta banque puis que la banque puisse garder la garantie sur les 2 bâtiments. Donc, on peut pas évidemment enlever un bâtiment en garantie puis garder le même montant de prêt. Donc, le créancier doit être au courant. Donc, on envoie une lettre. Dans le cas où est-ce qu'on a 2 lots, probablement qu'il va y avoir un rendez-vous chez le notaire également, on va devoir changer l'hypothèque. Donc, on va modifier le texte de l'hypothèque pour inclure maintenant les 2 lots séparés ou, si tu préfères, Judin, d'aller chercher 2 hypothèques séparées sur les 2 lots. Mais dans le cas où est-ce que tu as une hypothèque sur le 12, l'hypothèque va devoir rajouter les nouveaux numéros de lot. Donc, on demande la permission au créancier hypothécaire qui doit accepter et ensuite un petit passage chez le notaire pour ça. Excellent. Padding Shreddy Power. À midi 13, demande un inspecteur en bâtiment à Québec. Donc, on a notre ami Kevin Labonté qui est déjà venu dans une question-réponse d'ailleurs. Donc, Kevin Labonté de inspecteur est à Québec. Donc, on peut trouver ses coordonnées, j'imagine, facilement sur le site du club immobilier dans la section corporatif, membre corporatif, Division Québec. Et tantôt, avant que ça coupe, il y avait William Poulain de Québec qui nous saluait. Fait que je te salue, William. Et on salue également Marilyn Diquet de France, quand même. Elle est de France. Je me souviens d'avoir déjà vu son nom passer à quelques reprises. Donc, bonjour de nous écouter de la France. Yes, en France, ouais, c'est ça. Eux autres, c'est plus le souper de l'immobilier. En fait, c'est le dîner. C'est bon parce que c'est le dîner ici, puis c'est le dîner là-bas aussi. C'est parfait, c'est le dîner de l'immobilier partout, même en France. C'est parfait. Il y avait Martine Lambert, à moins que tu aies une question, Yvan. Non, ben, j'en choisis spotter une. Parfait, c'est bon, prends ça. Donc, Martine Lambert, donc classique aussi dans les questions. On a un plex, on veut rafraîchir une salle de bain, armoire de cuisine, changer le chauffe-eau. Peut-on le faire nous-mêmes ou donc obligatoirement engager quelqu'un de professionnel qui possède une licence RBQ? Malheureusement, Martine, on ne peut pas. Donc, oui, on peut faire certains travaux chez soi, mais quand on a un immeuble locatif, on a un logement locatif, on tombe sous ces règles. Je sais qu'Yvan, il est en plein là-dedans, il pourra sûrement bonifier. Je sais, je suis pas au courant de toutes les nouvelles règles, mais je sais qu'il y avait un désir d'assouplir pour les petits plex, du moins, au niveau de la RBQ. Là, il y avait eu un scandale avec des parents qui avaient aidé de peinturer une école, puis là, la CCQ avait débarqué, empêché les parents, ils voulaient envoyer une amende aux parents qui avaient peinturé l'école bénévolement. Je pense que ça avait fait un peu mauvaise presse. Et je pense qu'il avait essayé d'assouplir les règles, mais je sais pas où est-ce qu'on en est. Je sais qu'il y a eu un certain assouplissement, mais je sais pas, Yvan, si tu as plus de détails là-dessus.
Mais en gros, garde la règle que quand c'est pas chez toi, malheureusement, ça prend un professionnel, RBQ ou CCQ. Yvan? J'ai pas de détails complémentaires. Où est-ce qu'ils en sont rendus avec ça, là? Parfait, c'est bon. Jonathan Gingras, à midi et quart. Allô, pour avoir la mise de fonds pour un prochain achat, j'ai deux choix. Donc, refinancer en conventionnel un Plex, un autre Plex avec la SCHL. Donc, OK, refinancer avec la SCHL ou utiliser un prêteur privé. A priori, j'aurais tendance à y aller avec le refinancement de la SCHL en première étape, parce que les conditions vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus bas comme taux d'intérêt également. Le prêteur privé devrait te coûter un gros taux, à moins que ce soit un prêteur privé qui n'est pas corporatif. Si c'est comme ton beau-frère qui prête de l'argent, qui est pris sur sa maison, c'est quand même pas si pire à 3-4 %, mais si c'est un prêteur privé à du 15-20 %, c'est plus risqué. Donc, ça dépend aussi de ton expérience. Je sais pas quelle expérience que tu as, Jonathan. Puis c'est quoi le projet aussi, là? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là? Tu sais, si c'est pour faire, je sais pas, une autre acquisition, mais cet argent-là, elle va être gelée pendant un certain temps, ça serait mieux d'aller avec la SCHL. Sinon, le prêteur privé, il risque d'être risqué si l'argent est pris là, puis tu n'es pas capable de bouger par la suite. Donc, SCHL en premier lieu, tant qu'à moi, puis prêteur privé, c'est comme un dernier recours, tant qu'à moi. JP? Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi. Tu sais, tant qu'à aller chercher un prêteur privé avec des gros frais, ce que tu pourrais dire, c'est une collatérale aussi. Je suis en train de lire les questions, peut-être que tu l'as mentionné, Yvan, mais une collatérale, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, Jonathan. Donc, tu achètes ta propriété, tu mets ta maison en garantie, donc ça permet de pas avoir à re-signer l'hypothèque. Tu viens juste mettre en garantie avec la même banque. Tu viens donner de la garantie, donc tu n'as pas besoin de refinancer, ça te permet de financer une propriété à 100%. Donc, une collatérale, Jonathan, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi. OK. Yes. Ouais, Tu veux-tu faire les annonces des choses à venir, Yvan? Oui, on est dû à midi et demi, on est direct dessus. Donc, on vous rappelle de partager le live pour grossir le nombre de personnes, le nombre de personnes qui assistent, 228. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre. Donc, on partage le live, on l'inscrit également dans le chat pour le tirage qu'on fait à midi 55. Donc, on fait tirer offre d'achat, le cours d'offre d'achat qui a lieu demain, 50 certificat cadeau applicable à une formation et 250 applicable sur le coaching. Ensuite, dernière petite annonce, on vous invite à nous référer des gens qui ont des services à offrir aux membres. Donc, allez sur climobilier.ca, section magazine ou membres corporatifs et transférez leur, dans le fond, l'information pour qu'ils puissent nous contacter. Et voilà. Yes. Donc, il y avait Joanie qui partageait cette information-là. Écoute, je suis assez surpris. Je suis assez surpris d'entendre ça. C'est la première fois, mais possible. Donc, SCHL accepte un immeuble assuré par propriétaire et Genworth accepte jusqu'à 4 immeubles assurés. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas, pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai pas baigné dans le petit plex, mais ça serait à confirmer. Donc, merci Joanie sur l'information. J'imagine que tu veux dire en même temps, parce que d'après moi, tu peux avoir fait un SCHL il y a 12 ans, tu as vendu ta propriété, là, puis là, tu t'en rachètes un autre 12 ans plus tard, SCHL encore, d'après moi, ça va passer, mais en même temps, là, c'est sûr que c'est à la fin. Ça me surprend aussi, là, mais s'il y a des courtiers hypothécaires parmi nous. Joanie est devenu courtier, je sais c'est qui, Joanie, là, de Québec, je crois. Oui, récemment devenu courtier. D'après moi, SCHL 1 en même temps, mais tu peux en avoir fait un là, plusieurs années. D'après moi, ça devrait passer. OK, parfait. Il y avait Patagonia. Sinon, en attendant que tu cherches ta prochaine question, Yvan, attends l'obligation de déclarer la destination de fonds, mise de fonds pour une deuxième propriété lorsqu'on refinance une propriété et qu'on prend l'équité. SCHL, obligatoire maintenant, donc les retraits d'équité pour aller s'acheter un bateau ou un Winnebago, ça ne se fait plus. Donc, la SCHL a mis une restriction là, dans le COVID, donc elle voyait tout le monde retirer d'aller chercher beaucoup d'équité. Probablement pour investir ailleurs que dans l'immobilier. Donc, la SCHL est toujours d'accord avec les retraits d'équité, mais on doit envoyer cet argent-là dans l'immobilier. Donc, que ça soit un des actionnaires, là, quand cette règle-là est tombée, était un peu floue. Donc, quand c'est un des actionnaires qui a eu un projet, donc une liaison entre un des actionnaires, c'est possible de le faire. Et généralement aussi, une promesse d'achat va suffire. Attention, par exemple, on sait que dans 5 ans, quand le terme va arriver, la SCHL va demander
OK, la mise de fonds de ce prêt-là, où vous l'avez utilisé. Donc, trichez pas nécessairement cette règle-là, mais je vous dis, ça prend une preuve qu'on réinvestit l'argent dans l'immobilier. La plupart du temps, c'est le cas. Donc, quand on est en immobilier, on va refinancer. Au niveau des institutions bancaires, si on ne va pas en prêt assuré, ils sont un petit peu plus frileux sur les retraits d'équité, mais ça se fait encore assez fréquemment. Là. Donc, on peut aller chercher des retraits d'équité sans nécessairement justifier le projet, tout dépendant de votre relation avec la banque. Ivanos. Parlant de banque, justement, il y a Mario Grégoire. Salut Mario, on s'est parlé hier. Donc, demande attitude des prêteurs en présence de miouf ou d'amiante en isolation dans les murs. Point de vue miouf, moi personnellement, j'ai jamais eu d'expérience là-dessus. Si j'ai acheté des immeubles qui en avaient, j'étais pas au courant. J'ai jamais eu, je sais pas si JP a déjà eu une expérience là-dessus, là, mais amiante, on a eu un petit problème dans un immeuble à Joliette. On l'a refinancé. On est allé à CHL et dans le fond, le prêteur n'a rien dit, mais la SCHL a vu de l'amiante, pas dans les murs, mais à l'extérieur, puis ils ont retenu un montant jusqu'à temps qu'on fasse les travaux. Donc, peut-être la SCHL est plus frileuse que les prêteurs là-dessus. J'ai pu une expérience là-dessus. Il faut dire aussi, les prêteurs, ils veulent, tu sais, ils ne demandent pas nécessairement un rapport d'inspection, là. Donc, les prêteurs, ils passeront pas dans le rapport d'inspection. Et je pense qu'une erreur aussi des gens qui commencent, c'est d'envoyer le package incluant le rapport d'inspection. Donc, tant qu'à moi, à moins qu'on me le demande formellement, le rapport d'inspection, je ne l'envoie pas parce que, bon, ils assurent la propriété. L'évaluateur agréé va assurer l'état du bâtiment. Donc, l'évaluateur agréé va dire oui, le bâtiment est en bonne condition. De rentrer dans tous ces détails-là, je pense pas que c'est nécessairement gagnant pour vous. Parce que là, ils vont évidemment avoir des raisons. Puis vous savez, commencer un rapport d'inspection, c'est fait pour être dramatique. Donc, c'est assez dramatique. Donc, on essaie d'éviter d'envoyer ça. Première erreur là, que plusieurs débutants font en envoyant ça. Et si jamais on vous pose la question pour l'amiante, ben, savez-vous quoi, à Montréal, là, je vais vous dire quelque chose, qui est triste, là, mais à peu près dans toutes les plâtres qu'il y a à Montréal, dans les années où est-ce que ça a été plâtré, il y a de l'amiante dans le plâtre. Donc, que ça soit à très fin pourcentage, mais souvent, il y en a. Il y en a également souvent dans la vermiculite, dans l'isolation au plafond. Il y en a dans le revêtement extérieur. Donc, non, je pense pas que c'est nécessairement un problème. Donc, si l'amiante, elle reste là, elle n'est pas bougée dans le revêtement dur, dans la vermiculite où est-ce qu'il y a personne qui accède au toit, elle n'est pas nécessairement dangereuse. C'est la même chose dans le gyps. Donc, c'est au moment des rénovations qu'il faut faire plus attention. Donc, voilà. Donc, juste faire attention avec ça quand on procède à des rénovations, mais non, je pense pas que l'amiante, ça cause problème, comme j'ai dit, parce que de toute façon, il y en a déjà dans le plâtre, souvent dans les vieux plâtres. Voilà. Good. Denis Paradis, c'est une bonne stratégie d'investir dans plusieurs condos pour la location. Moi, personnellement, je suis pas un fervent des condos. J'en ai déjà eu 3 dans ma carrière, mais de dire qu'on en a plusieurs, puis on a fait une stratégie, ça devient tough à la longue sur la capacité d'emprunt parce que c'est basé sur tes ratios personnels. Donc, 1 ou 2 peut aller. Il y a Isabelle Boyer qui est à Québec. Je pense qu'elle avait 9 condos à un moment donné. Elle a utilisé des bonnes stratégies. Ça a bien fonctionné pour elle, mais c'est rare que je vois des gens qui vont avoir plusieurs condos qui vont en faire une stratégie. Comme j'ai dit, c'est tough pour le financement. Que moi, personnellement, je ne m'excite pas trop d'en avoir plusieurs parce que il y a aussi des réunions de copropriétaires qu'il faut que tu assistes normalement. Tu sais, une fois par année, il faut que tu sois aux réunions de copropriétaires. Si tu as un logement qui est vacant, ben c'est 100% de vacances durant ce moment-là. Donc, c'est quelque chose que je privilégie bien. Non, puis les portes coûtent cher. Imaginez-vous, vous achetez un multilogement à 150 000 la porte. C'est comme si vous achetiez, mettons, 6 condos à 150 000 la porte. Donc, tant qu'à ça, achetez-en 6 en même temps plutôt que 1 à la fois. Puis quand vous achetez un condo, souvent la porte est très coûteuse. On n'est pas en contrôle des rénovations au niveau des condos. Donc, le syndicat de copropriété, cotisation spéciale, on fait la façade. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Tandis que quand vous achetez votre 6 logements, vous êtes 100% en contrôle des dépenses. Fait que moi aussi, à moins qu'on les achète sur plan, là, je connaissais des gens qui faisaient ça, achetaient sur plan, revendaient un petit peu plus cher. Il y aurait une certaine stratégie là-dessus, mais c'est vraiment particulier. Ça va être des petits parcs de condos. Donc, généralement, les gens vont avoir 5, 10, 15 condos. OK? Alexandre Temmens qui est revenu sur j'imagine un commentaire de tantôt. Il dit, mais moi, je veux convaincre c'était le bloc. C'est que, dans le fond, il y a une personne âgée qui était tannée de gérer locataire puis qui avait de l'impôt à payer en vendant des blocs.
Donc, Alexandre, ce que tu pourrais faire peut-être, je sais pas si l'immeuble appartient à une compagnie, mais tu peux peut-être devenir le gestionnaire des blocs de la personne âgée, puis tranquillement acquérir des actions dans la compagnie, puis devenir propriétaire du bloc tranquillement. Donc, pas nécessairement tout d'un coup. Fait que la personne, elle n'a pas un gros montant d'impôt payé tout d'un coup, puis toi, ça te permet de prendre en charge, dans le fond, la gestion de l'immeuble tranquillement. C'est sûr que si tu veux l'acheter d'un coup, puis lui, il veut pas vendre, on a un problème, là, mais ça peut être une stratégie progressive d'acheter des parts au fur et à mesure dans le temps. Là. Ouais, le très très bon truc. Location avec option d'achat pourrait être une solution aussi. Ouais. Donc, bonne chance, Alexandre. Des fois, c'est le combat de tous. Voilà. Padding, Shreddy, Power, est-ce que la Genworth agit de la même façon que la SCHL dans le financement de la multilogement? Ils font du 4 et moins. Il y a juste la SCHL qui fait du 5 et plus. Fait que si tu veux acheter un 24 logements assurés, t'as rien que la SCHL. 5 et plus SCHL, 4 et moins, ben t'as SCHL, Genworth et Canada Guarantee. Exact. Donc, ils ont le monopole, donc soyez gentils avec eux. Ils ont le monopole. Nadine, question pour toi, RBQ. Nadine qui fait des flips, pas de licence RBQ, a pas l'intention d'en avoir une. C'est quoi les partenariats qu'elle pourrait faire pour être légale? Yvan, je te laisse la répondre. Toi, expert en flip. Faudrait que tu t'associes avec quelqu'un qui a une licence et qui détient 50% des droits de vote de ta compagnie, de la compagnie qui fait qui fait le flip. Donc, t'as pas grandes options. Hein. Si t'as pas ta licence, les options sont minces. Mais je t'inviterais d'aller la chercher. C'est quand même pas si compliqué que ça. Va sur GSC Construction, donc GSC qui sont des membres corporatifs du club et tu vas être capable d'aller aller faire le cours, dans le fond. Tu vas te préparer à l'examen. C'est quand même pas si cher non plus à suivre le cours. Je pense que c'est 2000 $ à peu près. Donc, je t'invite à aller chercher ta licence, Nadine. Parce que si tu fais des flips sans licence, ça peut coûter cher. J'y vais avec une question de pose ta question, Yvan. Je vais la lire. Bon, en fait, je vais vous la résumer. En fait, la question, c'est est-ce que vous pensez que le coût des matériaux va redescendre? Je me permets d'y répondre parce que je suis loin d'être un expert en matériaux, mais j'ai lu un article dans la presse justement où il interviewait les gens, un consortium en matière première, et il expliquait en ce moment que c'est le problème, c'est le supply and demand, l'offre et la demande. Donc là, il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup de demandes, pardon, et il n'y a pas assez d'offres. Donc, les cours sont vides et ils sont obligés de faire, croyez-le ou non, importer du bois d'Europe en ce moment. Donc, c'est assez problématique, mais c'est une situation qui va être temporaire. Donc, on parlait d'un retour à la normale éventuellement là, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine pour un retour à la normale, au moins du bois. Je peux pas te dire pour tout, mais du bois. Donc, le temps que les cours se restockent un peu, que le COVID se tasse un petit peu, que les opérations réaccélèrent. On parlait pas de revenir au prix d'avant COVID, mais du moins beaucoup moins cher qu'au moment actuel. Encore une fois, c'est un article dans la presse très intéressant. C'était sur le bois, là, si on est capable de le retrouver. S'il y en a qui le savent dans le chat, qui l'ont. Donc, c'est un article super intéressant. Donc, oui, il va y avoir une baisse de prix éventuellement du bois. Nous, ça nous a porté à faire une réflexion aussi, puis vous pouvez peut-être vous poser la réflexion. Aussi, nous, on avait 2 terrains à construire, on a décidé d'en construire un seul et attendre l'année prochaine pour construire le prochain, justement pour peut-être une réduction là, du prix des matériaux et également la demande. Donc, on a de la difficulté à avoir les choses pour des constructions, donc la demande est un petit peu plus accentuée. Donc, on a décidé de reporter là, plutôt au printemps là, une des 2 constructions là, dues à tout ça. Je sais qu'il y en a plein qui construisent, puis c'est parfait. Nous, ça a été plus une décision de sagesse là, à ce niveau-là. Donc, on avait 2 terrains, on a choisi un seul sur 2 cette année. On espère que ta prévision va se réaliser, que ça va baisser. C'est pas la mienne, c'est pas la mienne. Hein. C'était l'Association canadienne du bois d'œuvre, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, mais il parlait d'une certaine unité là, donc de bois qui parlait. Donc effectivement, il y avait en tout cas, je l'espère pour tout le monde. Parce que, nous, on a un gros projet de maison qui s'en vient en 2023. Fait que ce serait le fun, vu que c'est tout en bois d'œuvre, ça serait le fun que ça baisse. Je te le souhaite. En une question de Carl Bessette, on n'est pas comptable, ni moi puis JP, mais c'est quand même, on va essayer de donner une couple de petits coups là-dessus. Sur les états financiers, est-ce préférable de séparer les dépenses par type, menuiserie, plomberie, peinture, etc., ou par logement? J'aurais plus tendance à y aller par logement. Je pense pas que de toute façon, dans un état financier, que tu puisses détailler tant que ça
Peut-être à l'interne, peut-être, mais quand on parle des états financiers d'une compagnie, ça va être entretien, réparation, chauffage, électricité, taxes et tout ça. Puis par logement, ça serait mieux parce que ça te permettrait de préparer mieux tes dossiers pour les augmentations aussi. Si jamais tu as une contestation d'un locataire, tu as tout ça bien détaillé. Puis quand tu veux faire des augmentations, tu dis, on a fait tel travaux dans le logement. Il y en a eu pour 1200 cette année. Donc, on t'augmente de X dollars. Donc, ça va t'aider à préparer tes augmentations. Puis, je pense que ce serait plus simple comme ça. À moins que JP, tu aies une autre façon de faire de ton côté. Ben, en fait, il faut expliquer qu'il peut y avoir deux types de dépenses. Parce que là, on parle de peinture, plomberie, mais c'est qu'ils peuvent être classés, en fait, dans deux catégories vraiment séparées. C'est-à-dire que tu peux être en dépenses d'opération ou tu peux être en travaux capitalisables. C'est-à-dire que si tu répares, donc si ta dépense sert à garder ton bien fonctionnel, donc tu es en réparation, et ça, tu peux le déduire de tes revenus. Ça devient une dépense automatique. Par contre, si tu rénoves, donc si tu augmentes la valeur de ton bien, et là, je vous le dis, la ligne est grise en tabarnouche. Donc, allez consulter votre comptable pour savoir quelle dépense va être capitalisable, quelle dépense va être considérée comme dépense d'opération. Allez le voir parce que la ligne est vraiment grise. Et quand vous augmentez la valeur du bâtiment, ça devient une dépense capitalisable et vous ne pouvez plus le déduire de vos revenus. Donc, consultez votre comptable là-dessus. C'est important de comprendre la différence entre les deux. Carl, donc avant peut-être de poser la question où est-ce qu'on les diviserait comme ça, je pense que tu vas les diviser plutôt en dépenses capitalisables puis dépenses d'entretien. Voilà. Bilal, à midi 23, si on achète via une compagnie, c'est combien le pourcentage, j'imagine, de mise de fonds? Est-ce qu'on peut le faire à CHL? 5 et moins, tu ne peux pas y aller à SCHL parce qu'il faut que tu sois propriétaire occupant et une compagnie ne peut pas habiter, évidemment, un immeuble. Sinon, ta mise de fonds minimum va être de 20 et j'ai vu dans certains cas du 25 et du 30 de mise de fonds vu que c'était une société qui détenait l'immeuble. Par contre, si tu achètes un petit immeuble et que tu vas, dans le fond, loger ta compagnie opérante dedans, tu pourrais peut-être y aller avec BDC. La BDC, dans certains cas, pour être financé à 100 là, à des taux d'intérêt un peu plus élevés quand même, mais la BDC va t'aider si jamais tu as une compagnie opérante et tu la mets dans ton immeuble. Très bonne idée. Puis ouais, c'est ça, dans le petit plex, là, c'est persona non grata là, quand vous achetez avec une compagnie parce que c'est un petit plex, ça peut sentir le flip, donc les banques aiment moins ça. Donc, ça se finance, mais c'est beaucoup plus complexe dans le petit plex avec une compagnie. Alors que dans le 6 logements et plus, on pose souvent la question aussi dans les coachings, il n'y a aucune différence. Donc, que vous achetez personnel ou en compagnie, à part les documents à fournir, il n'y a aucune différence au niveau du financement. Donc, cassez-vous pas la tête avec ça, mais dans le petit, c'est c'est moins bienvenu, disons. OK? Est-ce que tu avais une autre question, Yvan? Non, j'étais en train d'en lire une. Il y avait Robert qui revenait à la charge sur une réponse que tu as donnée, là. Robert, les coûts de construction, c'est actuel. Donc, combien ça coûte rénover ton bâtiment actuellement? Donc, si tu as un incendie demain, ça coûte combien le rebâtir tel quel? OK, c'est pas compliqué, c'est tel quel. Les matériaux tels quels. Donc, combien ça coûte? Donc, ajuste ton assurance au coût d'aujourd'hui. Si ça baisse l'année prochaine, elle baisse, à moins que tu veuilles vivre avec le risque d'avoir une coassurance. Moi, je vous le dis, j'ai passé à travers tout ça. Je me suis battu avec les assurances. C'est pas quelque chose qui est plaisant. Assurez-vous d'être bien assuré. Hein? On est assuré solide. Mais assurez-vous d'être bien assuré sur votre bâtiment. Donc, si jamais vous avez des questions, Robert, appelle ton assurance ou appelle ton courtier hypothécaire. Ton courtier en assurance. Hey, JP, on a pris du retard. Midi 28 dans les questions, il était 45, 46. Je vous le dis, quand on commence les lunchs, les dîners de l'immobilier, c'est tout de suite votre question, c'est toujours la même chose. On ne veut pas se rendre au bout. Puis on a une belle foule, on essaie toujours autour de 2h30. Donc, merci d'être là avec nous. Toujours un plaisir. Thérèse, excuse. Est-ce qu'il existe une stratégie pour réduire le gain en capital lors de la vente d'un multilogement? Moi, je connais pas de stratégie pour réduire le gain en capital. Il y a des stratégies pour reporter un peu tes impôts, diluer un peu tes impôts dans le temps, en faisant une balance de vente, par exemple. Mais pour réduire le gain en capital... si vas-y. À moins que tu vends un immeuble, puis dedans, c'est ta business opérante. Là, peut-être que tu peux avoir des déductions.
sur le grand capital, mais si c'est un immeuble locatif normal, 12 logements, mettons, locatif, tu n'auras pas de déduction du grand capital pour la vente de ton immeuble. Dans la blague, Teresa, vous avez juste à nous contacter. On va juste acheter le building un petit peu moins cher que le marché. Ça va vous aider un petit peu. Non, blague à part, blague à part. Non, effectivement, il y a deux choses qui peuvent se passer deux certitudes dans la vie. Vous allez mourir, vous allez payer de l'impôt. Donc, là, malheureusement, vous êtes rendu dans un des deux, vous allez payer de l'impôt sur la vente du bâtiment. Donc, voilà. Yes. Un flip de bungalow, Hélène qui revient à la charge avec l'ARBQ. Si on fait un flip de petit bungalow, est-ce que j'ai absolument besoin d'un contracteur général avec ARBQ? Oui. Ouais. Et en plus, tu as besoin, toi, Hélène, d'avoir l'ARBQ. Donc, elle a dit tranquille. Elle a rajouté tranquille. Je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire par tranquille. Petit bungalow tranquille, dans une petite... qui soit tranquille ou occupé, bruyant, jaune, lettre, vert, rouge. Hélène, tu as besoin de... Oui, vas-y, va. Dites-vous que, tu sais, les gens disent, tranquille, tu sais, il faut faire ça les fins de semaine, personne ne va le savoir, mais, tu sais, ça fonctionne des fois par plainte, hein, quelqu'un va vous dénoncer parce que vous faites du bruit le samedi matin à 8 heures avec la skillsa, tu sais, ou vous avez un container qui traîne dans le cours pendant trois mois, là, ben, ça se peut qu'il y ait une petite visite de la RBQ, par exemple, hein, il voit qu'il y a des travaux qui sont faits là. Ou un entrepreneur qui n'a pas eu à job, puis qui est jaloux, puis dit je vais te dénoncer, tu n'as pas ta licence, puis des trucs du genre. Donc, des fois, on pense être tranquille, mais ça peut nous revenir dessus. Il y avait François pour la déduction TPS, TVQ. Oui, François, fais juste contacter ton comptable. Donc, encore une fois, là, généralement, quand on te charge les taxes, tu peux les déduire de l'autre côté. Donc, oui, l'entrepreneur général qui travaille dans une conversion, donc tu vas être chargé. Donc, tu as fait une création de valeur vers le logement résidentiel. Donc, tu vas pouvoir déduire tes taxes de ce côté-là. Donc, contacte ton comptable, mon ami. Hein, on est dans un QAR générique, hein, je tiens à le dire, là. Donc, on n'est ni comptable, on n'est pas avocat fiscaliste, on n'est pas courtier en assurance. On est juste investisseur. On est juste investisseur. Donc, moi, je tiens à le dire, je le répète, quand on est investisseur, on est chef d'orchestre. OK? Toutes les autres personnes sont les musiciens de notre entreprise. Donc, le courtier hypothécaire, le comptable, l'avocat fiscaliste, ils jouent de la musique et nous, on guide un peu la symphonie. Donc, c'est eux les experts. Donc, allez-y. Hey, Joanie Thomasin qui précisait exactement en même temps. Donc, je disais que la SCHL... si tu fait en même temps, c'est sûr que ça ne marchera pas d'en faire plus qu'un. Quand même, 12h50, dernier sprint sur le partage du live pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer dans 2-3 minutes. Si Sandra peut nous envoyer, je ne sais pas si elle est en fonction, mais ça peut nous envoyer les gagnants. Dans 2-3 minutes, Sandra. Encore une fois, un cas d'appeler un spécialiste, là, Ritza, j'ai un triplex acheté au personnel, j'aimerais le mettre dans ma compagnie. Avocat fiscaliste, mais c'est de se poser la question encore à l'avocat fiscaliste, pourquoi vous voudriez faire ça? Parce que je pense pas qu'il va y avoir, en tout cas, j'essaie de penser une situation où est-ce que ça serait utile de faire ça. Allez voir votre avocat fiscaliste, parce que là, encore là, le financement plus difficile avec un triplex. Les gens vont faire ça, dire, je vais me protéger des vices cachés, je vais transférer ça dans ma compagnie. Trop tard, vous êtes dans la chaîne de titres. Donc, vous avez signé chez le notaire, vous êtes dans la chaîne de titres, il est trop tard, ça sert à rien d'aller en compagnie pour vous protéger. Donc, en tout cas, il y a peut-être une raison que je ne vois pas, mais tant qu'à moi, Ritza consulte parce que je pense pas qu'il y a de raison logique de faire ça. Yvan? Maudé Lapointe, je ne sais pas si c'est Maude ou Maudé, à midi 33. Est-ce que vous avez un module de formation qui traite de la création de compagnie pour l'achat de bâtiments, des possibles avantages et désavantages? Oui, on a un cours, dans le coaching, il y a initiation à la fiscalité avec Richard Damour. Et on devrait ramener un cours qu'on donnait à l'époque. Je suis en discussion avec Richard pour ramener un cours qui va répondre à ta question, à tes besoins, mais pas juste dans le coaching, qui serait offert à tout le monde, là, qui serait offert à la carte. Il y aurait peut-être stratégie fiscale pour sauver de l'impôt qui pourrait répondre à ton besoin, Maudé. Donc, stratégie fiscale pour sauver de l'impôt avec Richard. Yes. Il y avait Marilyn qui revenait à la charge avec sa question. Écoute, Marilyn, petit terrain, à bord de l'eau, chalet, fosse septique pour normes, consulte l'urbanisme.
consulte l'urbaniste de ta ville, consulte un spécialiste en fosse septique, parce que là, il pourrait avoir différentes régulations. Donc, écoute, moi, j'ai jamais eu fosse septique, j'ai eu des puits dans certains de mes multilogements. Donc, consulte la ville, réglementation, et si jamais c'est pas conforme, soumission de personnes de fosse septique. Hein? Je saute en même temps sur la question pour bonifier, là. Quand vous êtes investisseur immobilier, vous achetez des problèmes. Okay? Donc, souvent, quand vous achetez des problèmes, il y a une réduction de prix qui vient avec. Donc, on achète un immeuble qui a des problèmes de sol. On achète un immeuble qui a un problème de fosse septique, problème de fondation, problème de toiture, problème de plomberie. Donc, souvent, c'est des propriétaires qui n'ont pas la force d'attaquer ces problèmes-là. Ça peut être un problème de locataire aussi. Ils n'ont pas la force d'attaquer ces problèmes-là. Donc, ils se sentent surmontables. Donc là, qu'est-ce que vous venez faire? Vous échangez de meilleures conditions de financement ou une réduction de prix pour résoudre les problèmes. Donc, tant qu'à moi, il n'y a aucun immeuble qui ne mérite pas d'être acheté. Il faut juste l'acheter au bon prix. Okay? Donc, en fonction des problèmes, puis des coûts, puis le risque qui va être associé à ça. Donc, non, il n'y a jamais de bonne raison de ne pas acheter un bâtiment. Il faut juste que ça soit le bon prix et que le risque soit calculé. Okay? Donc, vous êtes des résolutionneurs de problèmes. Ivanos, à toi sur la passerelle. Yes! Les résolutionnaires, ça doit se dire, ça? Sûrement. En tout cas, c'est un dîner de l'immobilier. Un résolutionneur. Ouais. On a les résultats des tirages. Donc, on a Sylvie Roméo qui se mérite la formation d'offre d'achat qui a lieu demain. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est encore le temps de le faire. Certificat cadeau de 50 $ applicable à une formation à la carte de votre choix. On a Mathieu Dubé. Et pour le coaching, le rabais du coaching de 250 $, on a Olivier Bombardier. Donc, félicitations aux gagnants-gagnantes. Yes. 55, je pense qu'on va y aller avec notre petit mot de la fin. Absolument. Donc, ceux qui avaient des questions, malheureusement, comme j'ai dit, débutez vite. Les questions, donc revenez-vous. Donc, lundi prochain, on a qui, Yvan, dans la loupe comme invité? Est-ce qu'on a quelqu'un? C'est une surprise. Ah, c'est une surprise! Ah, OK, c'est une surprise. C'est beau. C'est pour ça que je ne le savais pas. C'est une surprise. Parfait. Donc, ouais, lundi prochain, QR. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions rapidement la prochaine fois. Puis, Yvan, je te laisse la parole. Good. Ben, merci d'avoir été là. Merci, JP, de ta participation. Merci à tout le monde d'avoir été là. On vous rappelle mensuel le 20 mai prochain. Donc, réseautage virtuel. Le mois dernier, la semaine passée, on était 365 quand même. Fait on aimerait ça monter ça à 500. Fait que si vous pouvez inviter des gens pour partager la bonne nouvelle, ce serait cool. Donc, on se revoit le 20 mai prochain. Sinon, la semaine prochaine avec le QER. Et sinon, peut-être au coaching qui débute vendredi. Donc, merci à tous d'avoir été là. Bonne semaine immobilière et à bientôt. Bye bye.